Après les leçons inaugurales sur la ville sensible et sur la mécanique des sols martiens, ce matin, la troisième leçon inaugurale est consacrée à des questions touchant au changement climatique. Nous sommes très heureux, dans le très grand plaisir d'accueillir Céline Guivarch, qui, après avoir mené ses études à l'École Polytechnique, à l'École des Ponts, est actuellement directrice de recherche au sein du Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, qui est un des laboratoires communs de l'école. Céline Guivarch, vous êtes aussi enseignante au sein de l'école et vous participerez en particulier à l'enseignement du cours sur l'introduction au calcul économique qui vous sera proposé au second semestre. Vous êtes économiste et vous abordez les questions relatives au changement climatique avec les outils de l'économie, mais aussi en associant la modélisation mathématique, la modélisation du climat, les sciences de l'environnement plus largement. Ce matin, votre leçon inaugurale va nous apporter un éclairage sur les grands défis que pose le changement climatique pour nos économies nationales et mondiales. Je vous remercie vivement pour avoir accepté cette invitation et je vous laisse la parole sans plus attendre. Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à tous. Alors pour préparer cette intervention, j'ai essayé de me souvenir celle que j'étais il y a à peu près 15 ans, quand j'étais à votre place dans une autre école d'ingénieurs, de retour d'un week-end d'intégration. Alors je crois me souvenir qu'on est un peu fatigué, qu'on a les idées un petit peu brumeuses, mais ce qui domine quand même, c'est qu'on est heureux et fier d'être là, parce qu'on a réussi un concours difficile, et parce qu'on pressent que c'est le début de bien des aventures passionnantes. C'est vrai. Alors félicitations à tous. Vous saisissez certainement la chance que vous avez. Beaucoup de portes vous sont ouvertes. Le champ des possibles est extrêmement large. Vous avez aussi peut-être une certaine appréhension à l'idée, dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, de devoir faire des choix qui vont vous engager, qui vont orienter une partie du reste de votre vie. Donc, je vous propose de prendre quelques secondes pour essayer d'imaginer où vous serez dans 15 ans, quand vous aurez mon âge. Beaucoup d'entre vous seront peut-être surpris. Pour ma part, quand je suis arrivée à l'école des Ponts, ici, où j'étais un tout petit peu plus âgée que vous, j'avais fait le choix de me spécialiser en environnement. Et je me voyais plus tard travailler dans la gestion de l'eau. Si on m'avait parlé d'économie environnementale ou d'économie écologique, j'aurais probablement pensé que c'était un bel exemple d'oxymore. Vous savez, les oxymores, une clarté obscure. Ou pire, j'aurais certainement pensé que c'était une tentative machiavélique de marchandiser la nature. J'aurais certainement pas imaginé que ça allait devenir mon métier. Et pourtant, me voilà, je suis économiste de l'environnement, je travaille en particulier sur le changement climatique. Et ce que je vais vous proposer de faire ce matin, c'est de vous prêter mes lunettes d'économiste, et puis de regarder le changement climatique avec ces lunettes. On va essayer de voir les grands défis que le changement climatique pose à nos économies, à nos sociétés. Et en filigrane, je vais essayer de vous montrer aussi les défis que le changement climatique pose à l'économie comme discipline. Je ne sais pas si j'oserais dire comme discipline scientifique, mais au moins comme discipline. Et donc, je vais essayer illustrer mes propos par des recherches en cours ou récentes, des recherches qui sont parfois les miennes, parfois des recherches de collègues à moi du CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, donc le labo où je travaille, ou alors de collègues ailleurs dans le monde. Mais avant, vous êtes peut-être curieux de savoir quelle ironie du sort m'a transformé
en économiste. Eh bien, c'est un détour par le Kazakhstan qui m'a joué ce tour. J'y ai fait une année de césure où j'ai travaillé pour un programme sur le changement climatique en Asie centrale, et en particulier donc au Kazakhstan. Moi, j'habitais et je travaillais au Kazakhstan. Et donc l'Asie centrale, je ne sais pas si vous connaissez cette région qui est coincée entre la Caspienne et la Chine et l'Inde, si vous voulez. Eh bien, elle est connue pour ces grandes régions montagneuses, les contreforts de l'Himalaya, qui sont le château d'eau de la région. Elle est aussi connue pour de vives tensions sur la gestion des ressources en eau, notamment parce que l'agriculture y est irriguée, notamment l'agriculture du coton, qui fait qu'il y a une mer, la mer d'Aral, qui est en train de disparaître, en tout cas de se réduire, comme une peau de chagrin. Et là-bas, j'ai vu que les glaciers étaient en train de fondre, ce qui posait des risques accrus sur cette gestion déjà difficile et conflictuelle dans la région des ressources en eau, qui posait aussi des questions d'impact pour l'agriculture et la sécurité alimentaire dans cette région, pour l'industrie naissante du tourisme, vous voyez du ski dans ces régions-là par exemple. Et puis j'ai aussi vu qu'il se trouve que le Kazakhstan est dans le top 20 des pays en termes d'émissions de CO2 par habitant, parce que son économie est très largement basée sur l'extraction et l'utilisation de pétrole, de gaz et de charbon, que la production d'électricité y est essentiellement à base de charbon, que l'économie connaît un boom, et c'est une très bonne chose pour le progrès, pour l'amélioration des niveaux de vie, mais que c'est aussi des activités qui sont fortement émettrices de gaz à effet de serre, comme par exemple le boom de la construction qu'il y avait à l'époque. Et donc de cette expérience, j'ai vu que le changement climatique, c'était probablement un des grands défis de notre siècle, et aussi que c'était fondamentalement une question économique. Et donc j'ai voulu creuser un peu la question, d'où ma volonté de faire une thèse. Et puis en faisant une thèse, je suis tombée dans la marmite de la recherche et j'en suis pas encore sortie. Donc voilà. Ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, c'est aborder donc deux grandes questions. La première, ça va être quels sont les impacts économiques du changement climatique. Pourquoi cette question ? Il y a un enjeu de compréhension, comprendre les mécanismes d'impact du changement climatique, mais aussi parce que cette compréhension, elle doit fonder l'action face au changement climatique, ou plus exactement deux types d'actions. L'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire éviter ou limiter le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Et le deuxième type d'action, l'adaptation, c'est-à-dire se préparer à un climat qui change. Donc finalement, il y a beaucoup de canaux par lesquels le changement climatique a fait peser des risques sur nos économies, sur nos sociétés. Le changement climatique, c'est des températures plus élevées, des extrêmes plus élevés, c'est la fonte des glaciers, c'est la montée du niveau de la mer, c'est l'acidification des océans, c'est des pressions accrues sur les écosystèmes terrestres et marins, c'est des risques pour la production alimentaire, c'est des pressions accrues sur les ressources en eau, sur les activités qui en dépendent, c'est des risques accrus d'incendies, de canicules, d'inondations côtières, etc. Ces différents risques, mais ils ont des importances différentes selon les localisations dans le monde, selon les activités concernées, et puis aussi ils sont connus avec plus ou moins de certitude. Mais je ne vais pas les énumérer un à un, et plutôt pour les présenter, je vais m'appuyer sur une façon synthétique qui est utilisée par le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, dans ses rapports de synthèse, en tout cas dans ceux depuis 2001. Donc je ne sais pas si vous connaissez le GIEC. Le GIEC, c'est un groupe intergouvernemental qui, à intervalles réguliers, fait une synthèse de l'état des connaissances scientifiques sur le changement climatique. Donc le GIEC ne produit pas de la connaissance, il synthétise l'état des connaissances qui a été produite par les différentes communautés scientifiques qui travaillent sur le climat. Et donc à intervalles réguliers, il y a des synthèses. Donc la première a eu lieu en 1990 et tous les 6 ou 7 ans,
il y a une synthèse comme ça. Donc le troisième, c'était en 2001. Le dernier, la cinquième synthèse est sortie en 2013-2014. Et puis on est maintenant dans le sixième cycle d'évaluation avec des rapports spéciaux attendus pour l'année prochaine et puis un rapport général d'évaluation pour 2020-2021. Et donc, le GIEC synthétise les impacts du changement climatique en 5 grands motifs de préoccupation qui expriment les risques supplémentaires dus au changement climatique depuis des niveaux indétectables en blanc jusqu'à des niveaux très élevés en violet pour une échelle d'évolution de la température globale annuelle moyenne par rapport à la période 86-2005. Donc là, le thermomètre à gauche, et par rapport à l'ère pré-industrielle pour le thermomètre à droite. Ce qui nous permet de voir déjà que la moyenne 1986-2005 est 0,6 degrés au-dessus de la moyenne pré-industrielle, que la décennie 2003-2012 est plutôt à 0,85 ici, et puis on pourrait placer 2016 sur cette échelle qui est à plus 1,2 degrés, mais aussi parce que les températures ont été poussées à la hausse par un phénomène de variation naturelle qui s'appelle El Niño, que vous connaissez certainement. Donc si on commence par le premier motif de préoccupation, les impacts sur les systèmes uniques et menacés, par exemple les écosystèmes polaires ou les écosystèmes des récifs coralliens. Donc là, j'illustre cela par la vulnérabilité des coraux au réchauffement et à l'acidification des océans. Alors évidemment, les récifs coralliens subissent des pressions qui n'ont rien à voir avec le changement climatique, hein, comme la surpêche ou comme des pollutions locales. Mais en plus de ça, ils sont vulnérables d'une part au réchauffement de l'océan, mais aussi à son acidification. Parce que vous savez peut-être que l'océan, il joue un grand rôle dans la mécanique du climat, et il rend aussi un service terrible à l'humanité que finalement il absorbe à peu près 30% de nos émissions de gaz à effet de serre, mais en fait en rendant ce service, en absorbant le CO2, il s'acidifie. Et donc ça pose des problèmes pour les coraux qui ont des périodes, des événements de blanchissement et qui peuvent aller jusqu'à mourir. Et donc là, c'est des photos donc, de coraux, d'états de coraux qui existent actuellement, mais qui illustrent ce que pourraient devenir les écosystèmes des récifs coralliens dans un océan qui se réchauffe et qui s'acidifie. Donc ici, le plus à gauche, c'est à peu près pour une température de plus 1 degré. Donc finalement, c'est aujourd'hui. Et puis, au milieu, vous avez plus 2 degrés. Et à droite, vous avez plus 3 degrés. Donc ça, c'est une question d'écologie, si vous voulez. En tout cas, la discipline qui va regarder ça en premier lieu, c'est les sciences de l'environnement. Mais pour nous, économistes, et là on retrouve mes lunettes d'économiste, les questions qui se posent, c'est quelles sont les activités humaines qui dépendent de ces systèmes uniques et menacés, qui en tirent ses revenus, quelle est la vulnérabilité et la capacité d'adaptation de ces personnes-là. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les écosystèmes des récifs coralliens, ils fournissent alimentation et ressources à plus de 500 millions de personnes et que ces services sont évalués à 5 milliards de dollars par an. Donc ça, c'est les usages directs aujourd'hui. C'est beaucoup plus difficile de projeter les usages dans le futur et aussi de projeter des effets indirects et des effets de propagation dans les systèmes économiques. Mais ce qu'on sait, c'est que la valeur d'existence de ces écosystèmes, elle est supérieure et potentiellement bien supérieure à la valeur d'usage direct aujourd'hui. Maintenant, la deuxième
Le deuxième motif de préoccupation, les événements météorologiques extrêmes, donc par exemple les vagues de chaleur, des épisodes de précipitations intenses ou au contraire de sécheresse, des cyclones, des marées de tempête. Donc là, j'ai choisi d'illustrer les choses par les vagues de chaleur. Pourquoi ? Parce qu'il faisait chaud quand j'ai préparé ça. Vous avez peut-être eu chaud aussi cet été. Il y a deux autres raisons qui sont un petit peu plus scientifiques finalement. Une raison qui est que les vagues de chaleur, c'est les événements extrêmes qui sont le plus facilement directement attribuables et dont l'attribution est la plus certaine au changement climatique. Et la deuxième raison, c'est que les phénomènes de vagues de chaleur, ils sont amplifiés, en tout cas les impacts des vagues de chaleur sont amplifiés dans les villes par les phénomènes d'îlots de chaleur urbains. Vous avez peut-être entendu parler, hein, il fait plus chaud en ville du fait de l'artificialisation des sols et de la densité et du manque de végétation. Et je crois qu'on est dans une école qui est spécialiste des villes, donc j'ai pensé que ça vous parlerait sans doute plus que d'autres événements météorologiques extrêmes. Donc ce qu'on voit là, c'est la projection des vagues de chaleur futures, caractérisées par, en abscisse, leur durée, en jours, et en ordonnée, la température maximale, pour deux scénarios futurs d'évolution de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc à gauche, qui correspond à peu près à une stabilisation de la température à plus 2,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, et à droite à plus 4 par rapport à l'ère pré-industrielle. Vous avez en vert les vagues de chaleur, enfin la distribution des vagues de chaleur d'ici 2050, et en marron d'ici la fin du siècle. En clair, c'est les vagues de chaleur médianes, et en plus foncé, donc vert ou marron, c'est les 10% les plus intenses. Et puis il y a aussi un point de comparaison sur ces graphiques-là en rouge. C'est l'épisode de canicule de 2003. Alors vous êtes probablement un peu jeune pour vous en rappeler, mais vous savez peut-être que l'épisode de canicule de 2003 en France, il a causé 15 000 morts prématurées. Il a impliqué la fermeture de centrales nucléaires parce qu'on ne pouvait plus les refroidir, ce qui pose des problèmes pour les systèmes électriques, etc. Et donc finalement, les vagues de chaleur, c'est des impacts sur les rendements agricoles, c'est des risques d'incendie accrus. On l'a vu d'ailleurs en Europe et ils le font encore aux États-Unis cette année. C'est donc, comme je vous le disais, des risques de coupure d'électricité avec des problèmes pour la production d'électricité, pour le refroidissement des centrales thermiques, mais aussi si les gens font appel à de la climatisation, plus de demandes. C'est des impacts pour la santé humaine, c'est des impacts pour la productivité au travail. Donc vous voyez autant de canaux qui sont des impacts pour nos sociétés et nos économies. Donc ce que nous disent les projections, c'est qu'à court terme, il y a peu de différence entre les deux cas, mais les points verts, finalement, entre la gauche et la droite, ils sont à peu près les mêmes. Alors là, un petit point sur ce que j'appelle le court terme. Quand je parle de court terme, c'est quelques décennies. Et pour moi, le long terme, c'est un siècle. Quand je parle à mes collègues climatologues, pour eux, le long terme, c'est plutôt des millénaires. Parce que c'est les durées de résidence du CO2 dans l'atmosphère et il y a beaucoup d'inertie dans la machine climatique. Quand je parle à mes collègues macroéconomistes ou à des gens dans les entreprises, finalement, le court terme, ça va plutôt être une année, ou même moins que ça. Le long terme, c'est une ou quelques années. Alors j'espère que, en tant que futur designer, gestionnaire, financeur d'infrastructures à longue durée de vie, vous vous souviendrez que le vrai court terme, c'est quelques décennies. Et donc, à court terme, il y a des effets qui sont inévitables. Ça veut dire qu'il faut s'y préparer. Ça veut dire qu'il faut adapter nos villes à ces vagues de chaleur qui vont être plus fréquentes, plus longues
et plus intense. Et donc ça veut dire construire la résilience des infrastructures, des villes, des sociétés à ces vagues de chaleur ou à d'autres types d'événements météorologiques extrêmes. Et puis à long terme, ce qu'on voit, c'est que selon ce qu'on va faire, ce que l'humanité va faire en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'été caniculaire de 2003 pourrait être l'été moyen à la fin du siècle, et il pourrait y avoir des épisodes beaucoup plus longs et beaucoup plus intenses de vagues de chaleur que ce qu'on a connu en 2003. Maintenant, quand on analyse les impacts d'événements extrêmes aujourd'hui, et puis surtout quand on les projette dans le futur avec des modèles, ce qu'on voit, c'est que la sévérité des impacts elle résulte autant du changement climatique, donc de l'aléa qui est accru, que des facteurs socio-économiques d'exposition à ces aléas et de vulnérabilité à ces aléas. L'exposition, c'est est-ce qu'on se trouve dans un lieu où cet aléa a lieu, et la vulnérabilité, c'est qu'est-ce que ça nous fait finalement. Et finalement, ces facteurs socio-économiques, ils ne sont pas gravés dans le marbre. Ils vont dépendre de nos choix. C'est des choix qui sont construits par des contextes économiques, des contextes réglementaires, par des pratiques de décision. Et donc, par exemple, les choix d'aménagement qu'on fait aujourd'hui, de quartiers, de villes, etc., vont beaucoup déterminer la sévérité des impacts dus au changement climatique. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui aussi. Par exemple, les impacts qu'on a pu voir de l'ouragan Katrina en Louisiane ou de Harvey maintenant, finalement, c'est plus, sans doute, des facteurs socio-économiques d'exposition, de construction dans des zones inondables et de vulnérabilité des populations dans ces zones-là, qui conduisent à la sévérité des impacts que l'aléa en tant que tel. J'en arrive au troisième motif de préoccupation, celui de la répartition des impacts du changement climatique qui sont répartis de façon inégale sur le globe. Donc quand je parle d'impact, en fait, c'est du mauvais français. En français, on devrait dire incidence, excusez-moi. Et donc, ces incidences du changement climatique sont réparties inégalement sur le globe. Les impacts, les incidences physiques et les dommages économiques. Donc ici, c'est une étude économétrique qui nous montre l'effet d'un réchauffement de 1 degré sur la croissance des différents pays du monde. Et ce qu'on voit, c'est que les pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est sont affectés de façon disproportionnée et qu'il y a même, à l'inverse, certains pays qui pourraient y gagner. Alors ça, ce n'est qu'une étude avec toutes les limites méthodologiques qu'on peut lui faire, mais finalement, le résultat que cette étude trouve est un résultat relativement général, qui est que généralement, les pays les plus touchés par les dommages du changement climatique sont les pays qui ont le moins contribué à l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère jusqu'à aujourd'hui, et aussi qui sont les pays les moins développés sur le globe aujourd'hui. On retrouve cette répartition inégale des dommages au sein des pays, parce que finalement, beaucoup d'études montrent que les ménages les plus pauvres sont souvent les plus exposés et les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Donc là aussi, c'est une étude qui superpose des données spatialisées de température avec des données spatialisées de revenus très fines des ménages, et ce qui montre que ce sont surtout, en tout cas en Afrique et en Amérique latine, les ménages les plus pauvres qui sont le plus exposés à des températures élevées. Et donc, cette répartition inégale des dommages du changement climatique, elle relie le changement climatique aux questions d'inégalité, qui est une grande question aujourd'hui, et puis elle fait de l'action face au changement climatique fondamentalement une question d'équité, une question d'éthique et une question de responsabilité morale. Les outils de calcul économique classiques qui sont souvent utilisés ont du mal à prendre en compte ce genre de questions de distribution parce qu'en général, on s'appuie sur les impacts médians ou moyens. Et donc, on ne va pas voir ces effets-là. On peut par exemple imaginer deux projets
d'investissements qui vont par exemple être une protection face à des risques d'inondation. Imaginons que ces deux projets, ils ont le même coût, mais que dans un cas, ils vont avoir des bénéfices, des dommages évités en fait. Donc des bénéfices pour, disons, un quartier de classe moyenne, et disons que les bénéfices évalués, ils seraient à 100 000 €. Et puis on aurait un autre projet qui lui aurait le même coût, mais qui serait pour un quartier de ménages plus pauvres, et où les bénéfices estimés, donc les dommages évités, seraient seulement de moitié, de 50 000 €. Et imaginons qu'on ait de quoi investir pour seulement un seul des deux. Lequel choisir? Eh bien, les outils de calcul économique classiques, donc on va regarder les coûts et les bénéfices, auraient tendance à faire choisir le premier, parce que les bénéfices sont plus élevés. Alors bien sûr, il existe d'autres outils, en économie aussi, pour prendre en compte le fait que peut-être que des dommages évités d'une valeur moindre ont un effet plus important sur le bien-être des ménages concernés, et donc sur le bien-être social. C'est dans le champ de l'économie du bien-être, justement. Ces outils-là, ils existent de façon théorique. Maintenant, il s'agit de les utiliser concrètement dans les cas appliqués auxquels on fait face. Et puis, il y a une deuxième raison pour laquelle cette question de la répartition inégale des inégalités est importante. C'est finalement dans les modèles qu'on utilise pour calculer la valeur économique de l'atténuation, la valeur de projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. La valeur de ces projets, elle tient au fait qu'on va éviter des dommages du changement climatique, d'accord? Et donc finalement, la valeur de ces projets, c'est la valeur des dommages qu'on évite. Et ce qu'on voit, c'est que donc on utilise des modèles pour calculer ça, où on représente les évolutions économiques et puis l'impact du changement climatique sur ces évolutions économiques. Et finalement, selon les choix de représentation des inégalités, enfin selon la représentation tout court, l'existence de représentations d'inégalités dans ces modèles-là, eh bien la valeur de l'atténuation, elle peut varier d'un facteur 10. Vous voyez, un ordre de grandeur. Ça, c'est important parce que cette valeur, elle est utilisée pour regarder justement les coûts et les bénéfices de projets d'investissement public, ou aussi pour calibrer des politiques du genre une fiscalité carbone, par exemple, pour lui donner la bonne valeur. Par exemple, en France, je ne sais pas si vous savez, il y a une fiscalité carbone qui aujourd'hui est à peu près 30 € la tonne de CO2. Si on se trompe d'un facteur 10, finalement, ça veut dire que ça devrait être 300, et c'est un peu comme si on subventionnait l'utilisation d'énergie fossile de 270 € par tonne de CO2 émise. Donc pour vous donner une idée, ça fait à peu près 50 centimes par litre d'essence. J'en arrive au quatrième motif de préoccupation, celui sur les incidences mondiales cumulées. Donc là, vous avez un graphique alors qui date un petit peu, il y a quelques points de plus depuis, mais de toutes les études qui ont essayé d'agréger l'ensemble des impacts économiques à l'échelle mondiale, donc pour différentes températures. C'est sacrément difficile à faire. Évidemment, vous voyez bien tous les impacts dont j'ai parlé. Je vous dis, c'est pas facile à valoriser, et là, on essaye de faire tous. Donc il y a peu d'études. On sait que les méthodologies utilisées, il y a encore des progrès à faire. On sait par exemple qu'il y a certains phénomènes, certains canaux de dommages qui sont omis dans les méthodes utilisées. Par exemple, les dommages sur la productivité au travail ou les dommages sur les infrastructures qui sont aujourd'hui pas représentés et qui ont pourtant un coût. Mais donc finalement, qu'est-ce que l'état des connaissances aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on a une grande incertitude sur les dommages économiques agrégés à l'échelle mondiale, en particulier pour les températures élevées, donc au-delà de 3, de plus 3 degrés, qui sont des températures qu'on pourrait atteindre d'ici la fin du siècle si on ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre. Et fondamentalement, ça pose quoi comme question? Ça pose la question du long terme. Le long terme dont je parle, donc la fin du siècle. Or, on n'est pas très fort pour prendre en compte le long terme dans nos décisions. Dans nos décisions individuelles,
dans les décisions dans les entreprises, dans les décisions politiques. Vous connaissez sans doute la dictature du court terme, où finalement les politiques, par exemple, sont incités à avoir comme horizon de décision les prochaines élections. Ou dans les entreprises, à avoir comme horizon de décision la prochaine période de versement de dividendes aux actionnaires. Et donc ce changement climatique, fondamentalement, ça pose la question du long terme, de comment on prend en compte le long terme dans nos décisions. Et pour le calcul économique, alors je vous parle pas mal du calcul économique parce que c'est un des champs de l'économie. Aussi parce que beaucoup d'anciens de cette école ont contribué à le développer, l'appliquer, l'améliorer depuis Jules Dupuy au milieu du XIXe siècle. Et là aussi, dans le calcul économique, la prise en compte du long terme, ce qu'on fait, c'est qu'on va rapporter à l'époque présente l'ensemble des coûts et des bénéfices liés à un projet. Et pour ça, ceux qui ont lieu dans le futur, on va dire ce qu'on appelle dans notre jargon les actualiser, les ramener à la période présente en diminuant leur valeur d'un certain taux qu'on appelle le taux d'actualisation. Alors il y a plein de bonnes raisons de faire ça. Simplement, la question que pose le changement climatique, c'est quel est le bon taux d'actualisation? Parce que si on prend un taux qui est trop élevé, finalement, on va complètement écraser les dommages qui ont lieu dans le long terme. Et des avances dans les dernières décennies et années, il y a pas mal d'avancées théoriques en économie de l'environnement qui ont montré qu'on avait plein de bonnes raisons à long terme de prendre un taux qui est extrêmement faible. Et d'ailleurs, ça s'est suivi des faits, c'est-à-dire que dans beaucoup de pays, les taux d'actualisation en vigueur ont été revus à la baisse. Bien sûr, là encore, pour vous, futurs ingénieurs des ponts, c'est particulièrement important pour les choix d'investissement dans des infrastructures à longue durée de vie. Donc dans des routes, des rails, des ponts, des maisons, des immeubles, des usines, etc. Parce qu'a priori, à long terme, on aimerait bien qu'ils soient encore là. J'en arrive au cinquième et dernier motif de préoccupation, les phénomènes particuliers de grande échelle, des risques de changement abrupt et potentiellement irréversibles. Donc, par exemple, la fonte de la calotte polaire arctique ou la perte de la forêt tropicale amazonienne ou encore l'affaiblissement de la circulation thermohaline. Donc ça, c'est un exemple de résumé de l'état des connaissances dans le dernier rapport du GIEC, justement, où on y apprend sur la circulation thermohaline qu'il est très improbable qu'elle subisse une transition brutale au cours de ce siècle, mais que le degré de confiance est faible et qu'il ne peut pas être exclu qu'elle connaisse un effondrement après la fin du siècle. Donc on est là dans des phénomènes de très faible probabilité, qu'on ne sait pas quantifier avec certitude, mais avec des impacts qui sont potentiellement très élevés, qu'on ne sait pas non plus quantifier avec certitude. Est-ce que ça veut dire qu'en l'absence de certitude scientifique, il ne faut rien faire? Ben non. Mais par contre, ça fait de l'action face au changement climatique fondamentalement une question de décision en situation d'incertitude, voire d'incertitude radicale. Et là aussi, ça interroge nos façons de prendre des décisions. Et en termes économiques, ça fait de la question de l'action face au changement climatique une question d'assurance. Et puis maintenant, de façon un petit peu plus technique, prendre en compte ces phénomènes de faible probabilité et de fort impact dans nos modèles justement qui calculent la valeur de l'atténuation, c'est un vrai challenge. Pourquoi? Parce que précisément, on les connaît mal, donc on ne va pas savoir exactement quelles sont les bonnes équations et quels sont les bons paramètres qu'il faut mettre dans nos modèles. Et puis aussi parce que les très faibles probabilités et la stochasticité donnent des problèmes mathématiques et de résolution numérique qui sont assez pointus, mais passionnants au demeurant pour ceux qui ont une fibre mathématique d'entre vous. Et finalement, les résultats préliminaires de prise en compte de ces phénomènes-là dans nos modèles, ça montre que ça augmente de 50% à 800%, selon la façon dont on les représente, justement, la valeur de l'atténuation.
Au final, sur la base de ces 5 motifs de préoccupation du GIEC, et probablement de beaucoup d'autres considérations, l'ensemble des pays du monde ont signé l'accord de Paris sur le climat, donc, qui a été signé en 2015, en décembre 2015 au Bourget. Vous en avez certainement entendu parler à l'époque. Et cet accord, il entérine l'objectif de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. C'est parfait, le problème est réglé, il ne reste plus donc qu'à le mettre en œuvre. Facile, non? On en arrive maintenant donc à la deuxième question que je voulais voir avec vous, qui est précisément la question de la transition bas carbone ou énergétique ou écologique et solidaire qu'il faut mettre en œuvre pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris. Si c'était utile de le rappeler, le changement climatique il est dû au forçage radiatif additionnel dû à l'accumulation de gaz à effet de serre dans notre atmosphère, cette accumulation étant elle-même due aux émissions de gaz à effet de serre, le CO2, mais aussi le méthane, le protoxyde d'azote, etc., d'origine anthropique, c'est-à-dire due aux activités humaines. Là, on voit l'augmentation des émissions de CO2 depuis la révolution industrielle. Et ce qu'on voit, c'est grosso modo une évolution exponentielle sur un peu plus de 150 ans. La bonne nouvelle, c'est que ces émissions, elles stagnent depuis 3 ans. Et aussi, ce qui fait de l'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, un vrai défi pour nos économies, c'est que l'ensemble des secteurs économiques sont concernés. Finalement, les émissions de gaz à effet de serre sont à la base de la façon dont on se déplace, dont on se loge, dont on se chauffe, dont on s'alimente, dont on produit, dont on consomme. Ici, c'est la répartition par secteur des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grosse partie, la partie beige-jaune, qui est due au secteur énergétique, et en particulier à la production d'électricité et de chaleur, qui se fait dans le monde, surtout à base de charbon, de gaz et un petit peu de pétrole. Évidemment, après, on peut attribuer ces émissions au secteur où l'électricité est utilisée, donc à savoir l'industrie, un tout petit peu les transports et les bâtiments. Les autres secteurs qui sont importants en vert, celui où il y a l'acronyme AFAT, en fait, c'est agriculture, foresterie et autres usages des terres, où là, les émissions de gaz à effet de serre, c'est pour beaucoup la déforestation, qui conduit à des émissions de CO2, et l'élevage intensif de ruminants, donc surtout de bovins, qui conduit à des émissions de méthane. Vous avez aussi l'industrie manufacturière, donc la production de biens et de machines, qui est responsable pour 21% des émissions. Et puis, dans une moindre mesure, à l'échelle mondiale, le secteur des transports pour 14%, et puis des bâtiments, en tout cas pour la partie qui n'est pas de la consommation d'électricité. Si on parlait de la France, si je vous montrais la même chose pour la France, ce serait un petit peu différent, essentiellement parce que notre production d'électricité est beaucoup moins intensive en CO2 du fait du parc nucléaire et un petit peu aussi du parc hydraulique. Et donc, on aurait une plus faible part pour l'énergie. Par contre, une part beaucoup plus élevée, de près de 30% pour les transports. En France, les émissions de CO2, elles sont décroissantes depuis 1990, à peu près moins 16%, je crois, par rapport à 90. Et le seul secteur où elles ne sont pas décroissantes, c'est justement le secteur des transports. Donc là, on a regardé le passé et le présent. Maintenant, on va aller regarder le futur. Je vais sortir ma boule de cristal. Dans un article d'il y a quelques semaines, Cristina Figueres, alors que vous ne connaissez peut-être pas, vous l'avez vue en photo, sur la photo, brièvement sur la photo que j'ai montrée de l'accord de Paris. Donc Cristina Figueres, elle était secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, donc dans le cadre duquel ont lieu les négociations internationales sur le climat. Et Cristina Figueres, elle a beaucoup œuvré pour l'accord de Paris. Et donc dans un article avec d'autres collègues, dans Nature, qui est un des grands articles, un des grands journaux généralistes
de publications scientifiques. Elle nous dit quoi? Qu'il nous reste 3 ans pour sauver le climat. Alors j'espère que vous n'avez rien prévu pour les 3 ans qui viennent. Mais en gros, qu'est-ce qu'elle fait avec ses collègues? Ils regardent les trajectoires d'émissions qu'il faudrait suivre pour être en bonne posture, pour avoir une bonne chance d'être nettement en dessous de ces fameux 2 degrés de l'accord de Paris. Et si je vous ai montré qu'il y a eu une croissance exponentielle des émissions depuis 1850 jusqu'au niveau d'aujourd'hui, il faudrait qu'ils retournent à des niveaux extrêmement faibles, proches de zéro, en quelques décennies. Évidemment, 3 ans, c'est un peu arbitraire, hein. C'est un choix qui a été fait par les auteurs et c'est à mon avis essentiellement dû au fait que ça fait que 2020, c'est un compte rond. Donc c'est une question de communication. À mon avis, c'est d'ailleurs, le titre est assez mal choisi. Pourquoi? Parce que ça met l'accent sur la date du pic des émissions. Ça, c'est la partie facile. Je vous ai dit, les émissions, elles stagnent depuis 3 ans. Donc finalement, le pic des émissions, on y est peut-être déjà. Mais la partie qui est compliquée, c'est la décroissance des émissions, très rapide, en quelques décennies, après ce pic. Et d'ailleurs, on peut montrer qu'il y a une relation entre la date du pic et la vitesse de décroissance des émissions qu'il faut avoir après ce pic pour avoir une bonne chance de respecter l'objectif des 2 degrés. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une relation non linéaire entre les deux, qui est due tout simplement à l'inertie, enfin, au temps de résidence du CO2 dans l'atmosphère et à l'inertie du système climatique. Et donc, plus on attend pour faire le pic des émissions mondiales, plus on va devoir réduire vite les émissions après. On peut aussi se donner quelques points de comparaison pour se dire finalement, est-ce que 3% de réduction par an, c'est beaucoup ou pas beaucoup? Là, je vous mets l'expérience historique. C'est le taux de réduction des émissions de CO2 le plus élevé observé sur une période de 5 ans, hors période de récession économique. Alors, il se trouve que c'est en France, dans la période 1980-1985. Je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là en France. Bon, pas grand-chose. Il se trouve que la décennie d'avant, il y a eu un choc pétrolier avec une augmentation brutale des prix du pétrole qui ont fait bouger pas mal de choses et qui, en France, ont déclenché le programme de construction du parc nucléaire. Et donc, c'est au moment de la construction des centrales nucléaires qu'il y a eu le plus de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est pas en France, hein, c'est pour l'ensemble du monde. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut construire des centrales nucléaires partout. Je ne suis pas non plus en train de vous dire qu'on n'est pas capable de faire mieux. Parce qu'on a, dans l'expérience historique, on n'a jamais véritablement essayé de réduire les émissions de gaz à effet de serre rapidement. À l'époque, l'idée, c'était réduire les importations de pétrole. C'était pas réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il se trouve qu'on l'a fait avec une technologie qui réduit les émissions de gaz à effet de serre, mais ce n'était pas l'objectif premier. Donc peut-être que si on essaye vraiment de faire mieux, on pourra. Mais ça donne une idée de l'ampleur de la transition qu'il faut. Il y a un autre point de comparaison que je voulais vous montrer. C'est alors ce que j'appelle le leg du capital existant en termes d'émissions futures. Ça veut dire quoi? C'est la vitesse de décroissance des seules émissions dues au capital qui existe déjà aujourd'hui, c'est-à-dire pour lequel les investissements ont déjà eu lieu et où les usines sont physiquement déjà présentes. Et bien, si on utilise ce capital jusqu'à la fin de sa durée de vie, il va y avoir des émissions de gaz à effet de serre associées qui sont décroissantes. Ben, les taux de décroissance, ils sont de l'ordre entre 3 et 5% par an. Donc, par exemple, hein, c'est si on utilise toutes les centrales de production d'électricité qui brûlent du charbon ou du gaz qui ont été construites jusqu'à aujourd'hui, il y en a certaines, elles ont été construites l'an dernier, donc elles ont encore une durée de vie de 30 à 40 ans. Il y en a qui ont été construites il y a 20 ans, donc elles ont 10 à 20 ans de durée de vie, etc. Et bien ça, c'est le taux de décroissance des émissions qui sont dus juste à ces investissements qui ont déjà été faits. Donc évidemment, les méthodologies pour calculer ça varient un petit peu, et donc c'est pour ça qu'il y a une fourchette d'incertitude. Mais ce que ça veut dire que la transition qui est nécessaire,
elle va nécessiter d'abandonner du capital qui est déjà existant, ou en tout cas de le transformer. Donc, en d'autres termes, par exemple dans le jargon financier, ça veut dire qu'il y a un risque de transition, de perte de valeur, de capital qui est déjà existant. Ou encore en d'autres termes, ça veut dire qu'il y a des perdants de cette transition. Perdants qui, assez naturellement, essayent de l'empêcher. Donc ça vous donne un peu la vitesse et l'ampleur de la transition qui est nécessaire. On va essayer de regarder maintenant où on en est. On peut par exemple regarder les évolutions de certaines technologies qu'on sait un petit peu emblématiques pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, par exemple, les énergies renouvelables, comme l'éolien et le solaire. Alors, ce que vous voyez là, c'est en noir l'évolution observée ces dernières années de la production d'électricité à base d'éolien ou de solaire, superposée à tout plein de spaghettis qui sont des résultats de modèles. Alors là, des modèles un petit peu différents de ceux dont je vous parlais tout à l'heure. C'est des modèles qui vont intégrer les évolutions démographiques, les évolutions économiques, les évolutions des modes de consommation et de production et les évolutions des technologies futures, avec évidemment les incertitudes qui sont associées, et puis qui vont regarder comment ces évolutions se passeraient si on ne cherche pas à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est ce qui s'appelle baseline ou business as usual, donc là en marron-gris. Et puis, des évolutions, si on cherche à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, selon quand est-ce qu'on commence, et là, c'est tous pour atteindre ce fameux 2 degrés. Et donc, vous les avez en bleu, rouge, et puis jaune aussi, mais qui est des politiques qui commencent tardivement et qui donc demandent d'accélérer très très vite les actions ensuite. Et ce qu'on voit finalement, c'est que du côté de l'éolien et de solaire, on a plutôt des bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'on est à peu près en ligne avec les scénarios qu'il nous faut. Pourquoi ? Parce que finalement, les développements technologiques sont allés un petit peu plus vite que ce qui était attendu. Et en particulier, il y a une réduction des coûts d'installation et de production d'électricité à base de solaire et d'éolien, qui, ces coûts, ont décru plus rapidement que ce que les experts pensaient. Et donc, de ce côté-là, on a plutôt des bonnes nouvelles. Du côté d'une autre technologie qui est aussi emblématique, on a plutôt de moins bonnes nouvelles. C'est les technologies de captage et stockage du CO2. Donc, l'idée de ces technologies, c'est de capter le CO2 à l'endroit où il est produit, donc par exemple en sortie de centrale thermique, puis de le transporter, de le stocker dans d'anciens réservoirs d'hydrocarbures, par exemple. Je ne peux pas trop vous montrer de photos à quoi ça ressemble, parce qu'on en est essentiellement à des projets pilotes. Et ce que vous voyez, donc là, c'est les mêmes codes couleurs, et finalement, les développements, ils sont tellement au niveau de projets pilotes que sur le graphique, ils ne sont presque pas détectables, hein, on est quasiment à zéro, alors qu'on sait que pour atteindre ce fameux objectif des 2 degrés, on va avoir besoin de ce genre de technologie. Au-delà des trajectoires récentes, on peut aussi essayer de se projeter dans le futur proche, donc le court terme, hein, on va dire par exemple 2030. Alors pourquoi 2030 ? En 2030, vous aurez à peu près mon âge, c'est vraiment le court terme, vous allez voir. Et aussi parce que 2030, c'est l'horizon de l'accord de Paris. En fait, dans le cadre de l'accord de Paris, les pays signataires, ils ont annoncé ce qu'on appelle les INDC, Intended Nationally Determined Contributions, donc les contributions nationales, on va dire, c'est-à-dire ce qu'ils comptent faire, à la fois en termes d'atténuation et parfois aussi d'adaptation au changement climatique à l'horizon 2030. Donc certains pays ont annoncé des réductions de gaz à effet de serre par rapport à une année passée, donc l'Europe par exemple, ou le Japon, les États-Unis, le Brésil. D'autres pays ont annoncé des réductions en intensité de leur PIB, par exemple la Chine ou l'Inde, et puis d'autres ont encore utilisé d'autres façons d'annoncer ce qu'ils allaient faire, ce qui fait que finalement, pour convertir les annonces
en émissions réelles, il y a besoin de faire un certain nombre d'hypothèses, et puis après, il faut tout agréger. Mais on peut avoir une fourchette dans laquelle ça nous mènerait en 2030 si chacun fait exactement ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et donc ça nous amène dans cette figure un petit peu compliquée qui est un rapport de synthèse de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et donc ça nous amène en 2030 dans cette fourchette-là, les INDC, ça c'est l'incertitude, les hypothèses qu'on est obligé de faire pour convertir certaines annonces. Ce qu'on voit, c'est que ça fait une déviation, on est en dessous, par rapport à ce qui se serait passé en l'absence de l'accord de Paris. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, l'accord de Paris permet de faire quelque chose. Alors évidemment, il y a une autre source d'incertitude qui est importante, qui est finalement, est-ce que les pays vont faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire? Pour certains pays, on a de bonnes raisons de penser qu'ils sont en bonne voie de faire mieux. C'est le cas de la Chine et de l'Inde, par exemple. Pour d'autres pays, on a de bonnes raisons de penser qu'ils sont en mauvaise voie, de faire moins bien. Pensez évidemment aux États-Unis, par exemple. Et donc, je ne suis pas en train de vous dire où on sera en 2030, je suis en train de vous dire où on serait en 2030 si chacun fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Néanmoins, ce qu'on voit aussi, donc on voit que c'est une déviation, on voit quand même que c'est très loin des trajectoires. Donc c'est toujours là, ces trajectoires, ces scénarios de degré ou 1,5 degré, c'est des scénarios qu'on fait toujours avec ces modèles dont je vous parlais tout à l'heure, dans lesquels on met les évolutions démographiques, économiques, technologiques. Et on voit qu'il y a un écart important d'émissions, qu'on devrait être en dessous si on veut être sur des trajectoires qui sont compatibles avec le 2 degrés. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il faut mettre en œuvre ces fameuses contributions nationales, mais qu'il faut faire mieux. Vous allez me dire facile, tout ça, c'est une question de financement. C'est vrai, la finance est sacrément puissante. Et donc c'est une question de financement pour déclencher et mettre en œuvre cette transition. Eh bien oui et non. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'évaluer justement les besoins en financement dus à cette transition. Et voici ce qu'on trouve. Alors c'est une étude parmi d'autres avec des limites méthodologiques, etc. Mais l'idée, c'est de retenir les ordres de grandeur qui sont les bons. Et ce qu'on trouve, c'est que le surcoût d'investissement nécessaire à la transition, il est négligeable. C'est le minuscule croissant violet que vous voyez là. En fait, c'est la différence entre le gros rond turquoise clair, qui sont les investissements en infrastructure dont on aurait besoin en baseline, en business as usual, et puis les investissements qu'on a besoin pour faire une transition bas carbone, le cercle violet. Ce qu'on voit aussi, donc ce n'est pas une question de surcoût. Ce qu'on voit, c'est que les investissements actuels en infrastructure, ils sont trop faibles d'une façon générale. Ça, c'est le cercle jaune. Que l'aide au développement ou la finance climat, enfin l'objectif de financement climat, qui là aussi est un des articles de l'accord de Paris, donc les ronds bleus et rouges là, eux aussi, ils ne sont pas du tout à l'échelle de ce qu'il nous faut. Par contre, ce n'est pas une question de capitaux disponibles dans l'économie pour investir. On voit que les investissements, ils sont beaucoup plus grands que ça. Donc fondamentalement, ce n'est pas une question de surcoût, c'est une question d'orientation des investissements, ou plutôt une question de réorientation des investissements vers du bas carbone. Donc finalement, si nos investissements, c'est des rhinocéros, la question, c'est pas de faire grossir le rhinocéros, c'est de le transformer en hippopotame. Okay ? Donc j'espère qu'on va trouver une baguette magique là pour transformer notre hippopotame en rhinocéros. Bon, à défaut de baguette magique, on a nos lunettes d'économiste. Et on peut se demander finalement pourquoi les investissements ils vont plutôt vers les rhinocéros et pas vers les hippopotames. Et donc avec nos lunettes d'économiste, on se dit qu'une partie des incitations à diriger les investissements là où ils vont,
Ça vient des informations que nous donnent les systèmes de prix. Si l'énergie d'origine fossile est pas chère, vous n'avez pas d'incitation à chercher des alternatives, à investir dans autre chose, à faire de l'efficacité énergétique. Si elle est chère, peut-être vous avez des incitations à le faire. Or, les systèmes de prix actuels, ils ne reflètent pas les vrais coûts de l'usage d'énergie fossile pour la société. D'une part, il y a des subventions, c'est-à-dire que les coûts d'usage de l'énergie fossile est inférieur au coût de production. Il y a à peu près 500 milliards de dollars par an de subventions à l'usage des énergies fossiles. C'est 4 fois plus que les subventions aux énergies renouvelables. Par ailleurs, et là ça nous ramène à ce que je racontais au début sur la valeur de l'atténuation, dans les systèmes de prix actuels, en général, la valeur des dommages dus à l'émission de CO2 n'est pas prise en compte. C'est ce que je vous racontais, la subvention implicite finalement à l'usage d'énergie fossile. Alors évidemment, ça peut se corriger, ça, des systèmes de prix, par exemple, en mettant en place une fiscalité carbone. Je vous disais, en France, il y a une fiscalité carbone, elle est aujourd'hui à 30 € la tonne. Mais on ne tient pas là notre baguette magique. La fiscalité carbone, c'est un des outils, mais il y a une limite au niveau de prix qu'on peut mettre. Et puis aussi, il y a des questions de risque des investissements dans le bas carbone qui sont en général plus risqués. Il y a des questions d'accès au capital. Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez demander un prêt à une banque pour isoler thermiquement votre logement, il va vous coûter plus cher que si vous faites un prêt à une banque pour acheter une voiture qui va émettre des émissions de gaz à effet de serre. Il y a des questions de ce qu'on appelle dans notre jargon d'économiste d'asymétrie d'information. Si vous voulez isoler votre maison, finalement, vous n'avez pas toutes les informations de l'effort que va mettre l'artisan. Vous ne savez pas s'il va être vraiment bien isolé, s'il ne va pas y avoir des ponts thermiques, etc., etc. Et donc, vous allez être moins enclin à vouloir le faire puisqu'il y a un risque, etc., etc. Et donc, finalement, il y a plein de complications, mais qui sont aussi, pour nous, des sujets d'études qui sont extrêmement intéressants. Et puis, il y a aussi des mécanismes pour essayer de corriger tout ça et puis d'aider à réorienter les investissements. Donc, je vous ai parlé de la fiscalité carbone, mais il y a aussi les réglementations. Vous avez entendu parler, je sais pas, des bonus-malus sur les voitures, des prêts à taux zéro pour des investissements bas carbone, des crédits d'impôt, etc., etc. Et donc, finalement, on peut étudier les effets et pour voir comment est-ce que tel ou tel type de mesure ou de politique va permettre de réorienter les investissements. Et pour finir, ce que je voudrais vous dire aussi au sujet de cette transition, parce que je pense que c'est extrêmement important, c'est de revenir à la question des inégalités. Parce que dans une transition, il y a forcément des gagnants et des perdants. Alors les gagnants, très bien, mais finalement, c'est les perdants qui sont les plus importants. D'une part, parce que si les perdants de la transition, ou en tout cas ceux qui se perçoivent comme perdants de la transition, s'ils ont un pouvoir, ils vont chercher à la bloquer ou à la ralentir, cette transition, et on est alors dans des questions de lobby et d'économie politique. Mais si les perdants, ils n'ont pas ce pouvoir, ils vont être réellement perdants de cette transition. Et ça en revient à la question de l'équité et de la justice de cette transition. Et donc des effets distributifs d'une transition. On peut par exemple penser à des ménages modestes qui, poussés par des loyers élevés en centre-ville, vont habiter loin de leur lieu de travail, en grande banlieue, et puis qui se retrouvent dépendants de la voiture. Et si les prix des carburants augmentent parce que la fiscalité carbone augmente, ils peuvent se retrouver en grande difficulté. Et c'est précisément ça qui va arriver. En tout cas, c'est ça qui est prévu. Dans la loi sur la transition énergétique en France, la taxe carbone, il est prévu qu'elle augmente. En 2030, elle doit valoir 100 € la tonne de CO2. Donc ça fait grosso modo 20 centimes le litre. Et il est prévu, là il est en discussion, d'accélérer cette augmentation de la fiscalité carbone, précisément pour accélérer la fiscalité. Et donc dans cette transition, c'est extrêmement important de comprendre
qui vont être ceux qui risquent d'en perdre, d'y perdre, pour pouvoir prévoir des mécanismes de compensation, d'accompagnement de cette transition. Voilà ce que je voulais vous dire. En conclusion, peut-être quelques mots sur pourquoi je ne troquerai pas mon métier pour un autre. Je pense vraiment que le changement climatique, c'est le défi, enfin, un des grands défis de notre siècle. Donc c'est passionnant de travailler dessus. C'est lié à pas mal d'autres défis, celui des inégalités dont je vous ai parlé. C'est une recherche qui est en lien direct avec la société, qui est en lien direct avec les ministères, les décideurs, les négociateurs dans les négociations internationales, avec les entreprises, grandes ou petites. On travaille avec des grandes entreprises qui ont besoin de faire de la prospective pour leur stratégie technologique, pour justement répondre à ce qui va arriver dans cette transition, ou avec des petites qui, par exemple, cherchent à développer des critères de notation de la dette des États qui prennent en compte le risque climatique. C'est une recherche qui est très interdisciplinaire. Bien sûr, il faut que je parle avec mes collègues climatologues pour pouvoir représenter le changement climatique dans mes modèles économiques. Il faut que je parle à mes collègues mathématiciens pour pouvoir représenter des phénomènes de faible probabilité, stochastiques, etc. Il faut que je fasse des maths appliquées, des statistiques, pour pouvoir utiliser ces modèles, traiter les non-linéarités, etc. Et puis, donc je vous disais, c'est en lien avec l'actualité, les choses bougent relativement vite. Moi, ça fait 11 ans que je fais de la recherche, et finalement, les questions qu'on se pose et les méthodologies qu'on utilise, elles sont déjà différentes aujourd'hui, avec, par exemple, la montée du rôle des acteurs non étatiques dans la question climat, et notamment des villes, et donc l'étude de mesures qui sont mises en place à l'échelle de ville pour essayer de comprendre qu'est-ce qui marche pas, pourquoi, voir si c'est réplicable, essayer de déterminer les choses. On vit aussi la révolution du big data. Il y a un certain nombre de choses que je vous ai montrées qui sont possibles aujourd'hui parce que les données sont disponibles. Et donc ça veut dire des méthodes pour les utiliser, etc., etc. Et pour finir, je voudrais vous rassurer, cette école ne va pas tous vous transformer en économistes. Quelques-uns peut-être. Mais néanmoins, je pense que le changement climatique, ce sera un défi pour l'ensemble d'entre vous, d'une manière ou d'une autre. Parce que pour répondre aux différents défis dont je vous ai parlé, on va avoir besoin d'urbanistes qui conçoivent des quartiers et des villes durables et résilients. On va avoir besoin de bâtiments durables et résilients, de matériaux durables et résilients. On va avoir besoin de systèmes de transport qui sont différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Le secteur des transports, je vous disais, c'est le premier secteur émetteur en France et c'est le seul dont les émissions ne décroissent pas encore. Et donc ça vous donne une grande responsabilité en tant que futurs ingénieurs des ponts, à vous préparer à contribuer à construire le monde de demain, que j'espère plus durable et plus juste. Je vous souhaite de très belles années à l'école et après.